Le Gévaudan, c'est ce pays du centre de la France, à la croisée de la Lozère, du Cantal et de la Haute-Loire. C'est ce pays qui semble abriter, dans la profondeur de ses forêts, toutes les bêtes mystérieuses qui surgissent de la rencontre entre l'homme et la nature sauvage. Ouais, il a traversé là-bas, juste après le chemin, là. Il était gros, quand même relativement gros, ouais. Et long. À peu près, tu as une idée de la taille? Ah oui, cette hauteur. 70-80 cm de haut, mais très long, c'est un animal très élancé. Ah ouais. Une queue en arc comme ça, ouais. Cylindrique. Ouais. La couleur c'était fauve, légèrement blanc en dessous, les oreilles en ogive. Ouais. Il n'allait pas très vite, il est sorti sous les barbelés là-bas. Ouais. Il s'est posé en limite goudron, un autre au milieu de la route. Et après, le troisième, il était dans le fossé ou sous le talus. D'abord, il y a la taille, 70-80 cm de haut, et l'allure, 3 bonds pour franchir la largeur d'une route. Puis il y a la description, la queue cylindrique, les oreilles en ogive, la couleur brune avec du blanc dessous. Pour Bruno, le témoignage ne laisse pas de place à la confusion. Mais comment cette histoire est-elle possible? Comment, alors que cet animal vit normalement à plus de 8000 km de là, de l'autre côté de l'océan Atlantique, un homme a pu croiser sa route à la sortie d'un virage dans les montagnes du centre de la France? Mais le Gévaudan n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 250 ans, une bête avait fait parler d'elle, laissant une trace sanglante dans l'histoire de ce territoire. On a accusé le loup, on a soupçonné l'homme, on a même avancé l'hypothèse d'une espèce exotique. L'histoire serait-elle en train de se répéter? Est-il possible qu'aujourd'hui, dans ces forêts du Gévaudan, au détour d'un chemin, on puisse croiser un puma? Tout ici est propice à la légende. La brume masque fréquemment le paysage et la rudesse du climat incite à une vision sauvage de la nature. Parce qu'il aime les histoires d'hommes et de nature sauvage, mais surtout parce qu'il est question d'un puma, cette histoire a attiré l'attention de Bruno. Le puma, il connaît. Il a croisé sa route à plusieurs reprises lorsqu'il photographiait les animaux au Costa Rica. En s'installant au cœur du Gévaudan, peut-être réussira-t-il de nouveau à croiser son regard. Le puma, c'est le grand félin d'Amérique. Là-bas, on l'appelle cougar. Du Canada à la Terre de Feu, il a su conquérir tous les écosystèmes. Forêt, jungle, désert, montagne. C'est un chasseur souple, rapide, silencieux et puissant. Sa taille et son poids en font un grand prédateur, celui qui occupe le haut de la chaîne alimentaire. Mais sa discrétion lui a valu les surnoms d'invisible, de fantôme. Les Indiens Guaymi du Costa Rica ont même un proverbe pour lui. Ne cherche pas à voir le puma, c'est lui qui se montre à toi. Un puma sur un territoire de 90 000 hectares. Les chances de croiser l'animal semblent presque nulles. Mais même le plus discret des animaux laisse des traces. Alors Bruno explore toutes les histoires racontées par les pistes qu'on lui indique. Tiens, il est là, tu vois, regarde, il est là, tu vois, là, oui. Il est là, là. Cette fois-ci, il s'agit des empreintes d'un loup. Bruno installe également des caméras pour augmenter les chances d'obtenir une preuve de la présence du puma.
Il collecte en même temps un aperçu de la beauté de la nature ordinaire. Et finalement, à force de persévérance... C'était ici il y a 1 an et demi, là, dessous, bien dessiné, une jolie empreinte de félin. Bien à peu près 11 cm et demi, 12 cm maximum, pas de griffes, coussinet à l'arrière qui ressemblait à un M, un gros M, des doigts en forme d'amande. Et effectivement, on l'a envoyé auprès de plusieurs experts spécialisés dans les félins. C'était bel et bien un puma. On est loin de son territoire, l'Atlantique à traverser, c'est loin. C'est Roland Albignac, de l'Institut de recherche pour le développement en milieu tropical, qui a réalisé cette expertise donnant corps à l'intuition de Bruno. Car même si elle paraît extraordinaire, cette histoire est plausible. Il y a dans le Gévaudan suffisamment d'espace pour qu'un puma passe presque inaperçu. Il y a assez de cerfs et de chevreuils pour nourrir une horde de prédateurs. Et le climat ressemble à celui du nord de l'Amérique, un des écosystèmes naturels du puma. Mais surtout, cette histoire est plausible par la folie de l'homme. Plusieurs milliers d'euros, quelques clics, et vous voilà propriétaire d'un félin. Il y a aux États-Unis plus de tigres chez des particuliers qu'il n'en reste à l'état sauvage en Inde. Alors cette histoire pourrait arriver. Elle est déjà arrivée. Ragondin, tortue de Floride, écureuil gris. Le puma sera-t-il la prochaine espèce exotique à s'installer en France ? Il suffit d'oublier de fermer sa cage. Et l'acte de l'homme devient un geste irréversible sur la nature. L'animal apprivoisé redevient alors un animal sauvage. On a entendu ces bruits, Ouais, et la chienne s'est plantée, ouais. et puis elle est partie directement en direction du bruit, de ce cri, et puis en fait elle a fait 100 mètres, et elle est revenue. Mais ce qui a fait drôle, c'est que quand la chienne est revenue, affolée et apeurée, on a vu les chevaux se regrouper avec les talons, je me rappelle, qui faisaient le tour. Là, c'était la première fois que tu voyais ta chienne dans cet état-là. C'était la première fois, oui. Oui, ma chienne me suit, je travaille dans les bois, me suit tout le temps. Bon, je sais quand il y a du gibier, je connais le comportement, mais là, un comportement comme ça, je n'avais jamais vu. Alors Franck, je vais te faire écouter un son et tu vas me dire si ça correspond. Est-ce que c'est l'animal en question? Oui, oui, c'était ça. Hein. Alors j'étais à peu près au début du virage Oui. et je regardais la maison et dans les phares, j'ai vu au pied de la fenêtre une forme allongée Ouais. qui regardait la fenêtre en fait, voilà. Oui. Et cette forme s'est redressée, D'accord. la tête s'est tournée vers moi, une tête massive, Oui. et j'ai vu 2 yeux magnifiques, grands et bleus, d'un bleu très profond. Ça s'est relevé. Ouais. Et là, j'ai rien vu d'autre que passer une forme sombre passer devant ma voiture. D'accord. Elle était plus longue que la voiture est large, voilà, à une vitesse invraisemblable. Vous l'avez calculé, cette vitesse? Ah oui, parce que c'est quelque chose, je voulais en avoir le cœur net. J'ai d'abord fait plusieurs essais avec ma voiture, D'accord. regarder à quelle vitesse j'étais à l'entrée du virage. Vous voyez. D'accord. J'ai fait une dizaine d'essais, Oui. et puis là, je me suis rendu compte, en moyenne, j'étais à 35 à l'heure. Alors, de sa position initiale jusqu'au croisement de la voiture, Oui. donc il a parcouru 2 fois la distance que je parcourais moi-même, vous voyez. D'accord. Ce qui nous fait environ 70 km/h. Quand notre ami est venu nous dire « vous avez un cheval de mort », je suis partie. Et effectivement, j'ai trouvé Nuage couché là-bas. Un tel carnage, je n'avais jamais vu. Hein. J'ai été quand même très surprise. La tête était très abîmée, il lui manquait une oreille, il lui manquait les yeux, il lui manquait la joue. Alors, voilà, je vais te faire écouter cet enregistrement fait aux États-Unis.
Est-ce que tu reconnais le son? Sans aucun doute. Difficile de ne pas être troublé par de tels témoignages. En 5 années, Bruno a passé plusieurs milliers d'heures dehors à chercher des preuves. Aidé par les habitants, des louvetiers, des forestiers et des chasseurs, il a retrouvé plus de 20 témoins et relevé plusieurs empreintes inhabituelles par leur forme et par leur taille. J'ai entendu la bête crier 7 fois. Environ 1,50 m de long, 80 cm de haut. On a pu voir son regard avec des gros yeux comme des agates. Et je me suis dit, mais on dirait un puma. Il tente de dégager des habitudes en recoupant les témoignages et les traces pour espérer saisir ce fantôme. Mais aucun de ces éléments n'est une preuve irréfutable. Demandez à un policier. Il vous dira qu'un témoin est l'élément le moins fiable d'une enquête. Et pour lire correctement une empreinte, il faut connaître parfaitement l'animal, son poids, sa taille, sa démarche. Un tel degré de connaissance est rare, surtout ici, en France. C'est maintenant le 5e automne de cette histoire. Le territoire et tous ses habitants n'ont plus de secret pour Bruno. Tous, sauf un. Après 5 années d'enquête, le puma accompagne Bruno partout. Impossible de ne pas l'imaginer tapi derrière chaque buisson, chaque tronc. Si l'animal occupe autant de place dans l'esprit de Bruno, c'est peut-être parce que cette histoire ne parle que de nous et de notre rapport avec le sauvage. Celui qu'on régule et qu'on gère pour la chasse, celui qu'on introduit pour limiter celui qui nous a échappé, celui qui nous dérange, qui nous concurrence ou qui nous fait peur. Mais que reste-t-il de sauvage dans nos paysages? Les forêts ont été plantées lorsque les bergers ont déserté les pâturages. Les cerfs ont été introduits, les sangliers hybridés. On tente d'éradiquer les prédateurs. On contrôle pour essayer de façonner la nature à nos besoins. La nature, elle, s'adapte, elle se faufile. À chaque fois qu'on ouvre une cage, on perd ce contrôle qui nous est si cher. Alors pour compenser, on cherche à savoir, à comprendre comment, pourquoi, depuis quand. Mais on a beau tenter de faire la lumière sur les zones d'ombre, chausser des jumelles pour mieux voir, se donner de plus grandes oreilles pour mieux entendre, peut-être que la découverte la plus importante est que nous sommes nous-mêmes une partie de ce sauvage que l'on fuit ou que l'on recherche. Si les loups sont présents en France, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris la place qu'on leur a laissée. En est-il de même pour le puma ? Cette année, l'hiver est précoce. Pour se donner un second souffle, Bruno décide de partir chercher de l'aide là où elle se trouve, là où il se trouve. Au Canada, la présence du puma n'est pas une anomalie due à l'homme. Il y est un maillon indispensable de l'écosystème. Là-bas, c'est le grand prédateur.
Il y a au Québec un scientifique qui a mis au point un dispositif qui devrait considérablement augmenter les chances de voir un puma. Salut Bruno. Salut Marc. Plaisir de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Donc, c'est ici? C'est ici qu'on s'installe une station de dépistage à cougar. Génial. Superbe. Allez, vas-y, je te suis. C'est un projet de recherche qui a débuté au début des années 2000 pour détecter la présence de cougars au Québec. Plutôt que de courir après les cougars, on a tenté de les attirer à nous. Ça me paraît un bon endroit. Le sol a l'air assez mou. Ouais. Qu'on plante le piquet. Aussi le poteau, dans le fond, à quoi il sert? Bon, c'est un poteau perforé. Ouais. À l'intérieur duquel on va glisser un appât olfactif. En fait, l'appât est à base de phéromones, de félin. Tu vois, ça sent quoi? Oh putain, ouais, ça sent le parfum, dis. C'est une base de parfumerie. Ouais, mais pas du parfum haut de gamme, hein. Non, bas de gamme. Hein. C'est du parfum à cougar. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on le suspend à l'intérieur du poteau. Et l'odeur diffuse dans l'environnement. Mm-hmm. Et puis, comme c'est ici que l'odeur est la plus concentrée, ben, c'est ici que le cougar, en fait, va venir se frotter sur le poteau. Pour Bruno, ce leurre olfactif offre un nouvel espoir de saisir le fantôme. Fini de lui courir après. C'est lui qui viendrait se frotter aux caméras. Mais le leurre coûte cher. Plusieurs milliers de dollars pour une bouteille. Ce qui suffit tout juste à fabriquer une dizaine d'appâts. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut bien choisir leurs emplacements. Et pour cela, il faut être capable de comprendre parfaitement les pumas et leurs déplacements. Et il faut être capable de mettre ses pas dans leurs traces. Alors Bruno quitte le Québec pour l'Ouest canadien. À son tour désormais d'être chez lui, dans son environnement. Si le puma est tout à fait capable de s'adapter au climat français, pour Bruno, la réciproque n'est pas aussi facile. Par moins 20 degrés dans l'hiver canadien, chaque sortie demande de puiser dans ses ressources. Mettre en couleur à la maison, au chaud. L'étape suivante le mène à Hinton, une petite ville de l'Alberta, au centre du Canada, à la rencontre de Samantha et Megan. Ce sont deux scientifiques spécialisés dans l'étude des pumas. Pour leurs recherches, elles traquent, capturent et équipent des pumas avec des colliers GPS. Les données recueillies leur permettent de rentrer dans l'intimité des félins, de comprendre chacune de leurs habitudes. Samantha, Megan. Bonjour, ravi de te connaître. Content de vous rencontrer. Alors, prêt à pister les pumas? Oui, je crois. Parfait, allons-y. Samantha et Megan ont développé un logiciel qui permet de localiser où se trouvent les restes de proie des pumas. Sachant qu'un animal revient plusieurs nuits durant pour manger sur la même carcasse,
Bruno a l'intention d'y placer une caméra. Avec un peu de chance, il obtiendra des images du félin. On fait tourner l'algorithme pour localiser le site de prédation. En fait, on a une fenêtre de recherche qui compile toutes les positions du puma d'après les données de son collier GPS. On regroupe l'ensemble des points qui se trouvent à moins de 200 mètres les uns des autres sur un intervalle de 6 jours. Puis le logiciel nous donne le centre de cet ensemble. C'est là qu'on va aller chercher. Le site de prédation que l'on recherche aujourd'hui est celui de Luna, une femelle que nous avons capturée la semaine dernière. Les restes de repas des pumas sont caractéristiques, car lorsqu'il capture une proie, le félin lui ôte complètement les poils avant de la dévorer. Trouver ce genre de tapis dans les forêts du Gévaudan serait une preuve irréfutable. Seulement, sans collier GPS et sans algorithme, ce n'est pas vraiment la même histoire. On est assez proche maintenant. Il faut faire attention au cas où il y aurait des charognards ou d'autres carnivores dans les environs. On devrait aussi se séparer. Chacun cherche des poils, des os ou n'importe quelle sorte de reste. Je vais par là. Il y a un peu de fourrure ici. Ici aussi, il y en a. Je l'ai trouvé, c'est ici. On dirait une biche. Ouais, c'est ça. Commençons à récolter les échantillons. Samantha et Megan se mettent au travail, pendant que Bruno installe une caméra. Ce sera pas mal, là. Je devrais filmer un puma, celle-ci. Malheureusement, l'animal ne reviendra pas finir les restes. Peu importe, car ici les nuits peuvent réserver d'autres surprises capables de réchauffer le cœur malgré les 30 degrés en négatif du thermomètre. La beauté des aurores boréales a de quoi tenir éveillé une bonne partie de la nuit. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, compte tenu du programme du lendemain. Aujourd'hui, on va essayer d'attraper un puma. On va continuer le long de cette route pour retrouver Lorne. Il suit une piste qui pourrait être celle d'un puma, mais peut-être aussi celle d'un lynx. Il nous dira ce qu'il en pense. Waouh! Regarde ce lever de soleil. Pour capturer un animal, Samantha et Megan font appel au savoir-faire de Lorne. Ce traqueur professionnel a dressé spécialement ses chiens pour la chasse au puma. Il assiste les équipes scientifiques dans leurs recherches depuis plus de 40 ans. Dans un premier temps, il s'agit de trouver une piste suffisamment fraîche sur laquelle lancer les chiens. Lorne pense qu'il a trouvé la piste du puma d'hier, mais on ne sait pas encore si elle est suffisamment fraîche. Donc, on a peut-être une piste à suivre. C'est un peu confus, car il y a des traces de lynx et des traces de puma mélangées. On dirait que le lynx a marché dans les traces du puma.
mais je n'en suis pas complètement sûr. Il faut qu'on trouve une trace de patte avec le coussin arrière bien marqué. Oui, c'est sûr. Elle parle du coussin arrière. Quand on peut le voir bien marqué dans la neige, ça veut dire que c'est un animal plutôt lourd, comme un puma. Quand on ne le voit pas, on peut penser que c'est un lynx car il est plus léger. La neige est l'un des atouts majeurs pour pister les animaux. Elle donne de précieux indices. En étudiant les traces laissées par un puma, Lorne est capable de déterminer son sexe et d'estimer son poids. Après 3 heures passées à parcourir toutes les routes de la zone, il semblerait que l'équipe tienne enfin une piste solide. C'est définitivement la trace d'une femelle. Elle fait 45 kilos max. Ici, il y en a une bonne que je vais arriver à mesurer pour la comparer à celle d'hier. Celle-là, il y a un peu de neige, mais on devrait pouvoir la mesurer. « 40 mm. On avait sensiblement la même taille hier. Donc ça doit être le même puma. » Il s'agit maintenant de prendre une décision. Les traces ne sont pas très fraîches. Et la direction que le puma a prise est un peu incertaine. Mais la température est élevée et la neige fond. D'ici quelques heures, il n'y aura peut-être plus rien à suivre. Lorne libère donc ses chiens en espérant qu'ils réussiront à remonter jusqu'au puma. Le félin est un sprinter, le chien un marathonien. En entendant la meute se rapprocher, le puma va tenter de mettre de la distance avec le danger, de semer ses poursuivants. Si les chiens s'accrochent, le puma ira alors se réfugier en hauteur dans un arbre, que les chiens dressés pour cela encercleront pour le piéger. En théorie. Au bout d'1 heure, il semble que les chiens aient réussi. Leurs coordonnées GPS indiquent qu'ils restent sur le même lieu depuis plusieurs minutes. Ont-ils encerclé le puma? On va préparer une fléchette pour un animal de 50 kilos. Je fais la dilution. Megan et Samantha préparent rapidement le produit pour l'endormir, puis elles se dépêchent de retrouver les chiens. Chester, viens là. Mais sur place, la confusion est totale. Pas de puma. Les chiens sont éparpillés et leurs allées et venues ont complètement effacé toutes les traces de la zone. Cette piste semble perdue. On ne trouvera rien ici. Au bout de 9 heures de traque, la fatigue et le découragement commencent à se faire sentir. Et le temps joue contre l'équipe. Il fait vraiment chaud et cela veut dire que la neige de cette nuit fond et tombe sur le sol. Cela peut complètement recouvrir les traces et rendre le travail très difficile pour les chiens. Je pense qu'ils sont arrivés ici et qu'ils n'arrivaient plus à suivre la piste. Heureusement, Lorne a trouvé de nouvelles traces et a remis les chiens dessus. Maintenant, ça va dépendre si les chiens arriveront ou pas à suivre cette piste. Maintenant, c'est presque plus près si on repart de la route. Donc tu penses qu'on devrait retourner en arrière? Oui, ici, c'est une vraie jungle à traverser. J'arrive tout de suite. On se retrouve dans 1 seconde. Parfait. On a laissé les chiens continuer sur la piste et Lorne, notre pisteur, pense qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose.
Mais le soleil se couche dans 1 heure, donc on a tout juste 1 heure. Ok, il vient de sauter. Mais il est de nouveau dans un arbre. Vous pouvez suivre le GPS. Il a vu un félin, il y a un puma. Il y a un puma. Je suis pas folle, on entend les chiens par là. Il est toujours dans l'arbre? Toujours dans l'arbre. Parfait, Samantha arrivera la première. Commence une véritable course contre la montre. À chaque instant, le puma peut sauter et s'enfuir. Après une journée dans l'humidité et le froid, tout s'accélère brusquement. T'as raison, la pêche. La crapahute. Ça indique 5 mètres, je règle sur 8? Ne tire pas sur mes chiens. Oui, oui, je sais. Vas-y. Dans le mille, parfait. Dans un dernier sursaut, le puma tente de s'échapper avant d'être saisi par l'anesthésie. Une nouvelle étape commence. Samantha et Megan vont pouvoir prélever des échantillons et poser un collier GPS. Mais la situation reste extrêmement tendue. C'est une femelle. Elle a peut-être des petits? C'est un bon endroit ici. La première chose qu'on fait, Samantha et moi, c'est de mettre le puma sous oxygène et de vérifier ses constantes vitales. C'est exactement comme si on était en chirurgie dans une clinique vétérinaire. Il y a cette anxiété qui te saisit quand tu réalises la gravité de la situation. Il y a cet animal que tu as mis dans cette position, c'est toi qui l'as endormi et c'est ton devoir de s'assurer qu'il va survivre à l'opération et que tu le relâcheras en bonne santé. On a mis cette marque sur son oreille pour que les gens sachent qu'il a reçu des somnifères. Le GPS est en haut, là, c'est la batterie. On s'assure que les environs sont calmes et on va lui administrer le produit pour le réveiller. Il est 17h06. C'est le moment le plus délicat. Le puma va rester vulnérable pendant encore plusieurs heures. Mais dès qu'il sera réveillé, il pourra se révéler dangereux. Alors? On a une réponse nerveuse. On attend juste les signes de son réveil. Megan et Samantha restent encore quelques dizaines de minutes à bonne distance du puma pour s'assurer que son réveil se passe sans problème. Elles regagnent ensuite leur camp de base, heureuses de l'issue de la journée. Pour Bruno, l'intensité de cette journée impose un constat. Même entouré de professionnels, même aidé de chiens, approcher un puma reste un exploit alors qu'ils sont ici en nombre. Quelles sont ses chances là-bas dans le Gévaudan? Comment réussir à croiser le félin qui s'y cacherait?
Ici, les températures anormalement chaudes de cette fin novembre ont eu raison de la campagne de capture. Nous sommes bel et bien entrés dans l'Anthropocène, cette nouvelle ère où chaque chose, des plantes aux animaux, des paysages au climat, porte notre marque. Entre le dérèglement climatique et l'introduction d'une nouvelle espèce, ce n'est finalement qu'une question d'échelle. L'histoire est la même, celle de processus qui nous échappent à l'instant où nous les déclenchons. En attendant ce froid qui ne viendra finalement pas, Bruno profite des richesses naturelles des montagnes rocheuses. Il faut avouer qu'observer les aigles, les orignaux ou les wapitis est une agréable façon de patienter. Cela lui permet également de méditer sur ce conseil donné par Lorne, le pisteur. Il faut apprendre à ne jamais renoncer, parce qu'un puma ne renonce jamais. Alors avant de retourner dans le Gévaudan à la poursuite de l'invisible, Bruno effectue un détour par le ranch de Lorne. S'il existe quelqu'un au Canada capable de l'aider dans cette quête, c'est définitivement ce tracker qui a capturé plusieurs centaines de pumas dans sa vie. Le puma est déterminé. Il marche dans la forêt en laissant une trace bien droite. Pas comme le chien ou le loup qui trottine à droite, à gauche. Le puma laisse une seule piste. Il y a une confusion possible avec le lynx, dont la piste peut ressembler à celle du puma. La grosse différence, c'est que le puma s'enfonce beaucoup plus profondément dans la neige, alors que le lynx pose délicatement sa patte. Il marche presque à la surface de la neige. Quand on me demande de certifier une empreinte, je dis « Tu dois me montrer une photo, ou au moins être capable de mesurer le coussin arrière. Il doit faire entre 48 et 52 mm. » Arpenter les bois avec Lorne, c'est bénéficier de ses connaissances, de toute l'expérience acquise par une vie entière à courir après les pumas. C'est aussi pour Bruno une occasion unique de soumettre le résultat de ses 5 années d'enquête à un spécialiste. Lorne, j'ai besoin d'aide, de ton aide. Qu'est-ce que tu penses de cette photo? C'est dans la boue, c'est ça? Parce que l'animal a peut-être glissé un peu. En faisant travailler mon imagination, je crois que je peux voir les 3 lobes arrière, un peu déformés. Toutes ces traces pourraient être celles d'un puma. Il faudrait que je puisse en voir d'autres pour être affirmatif. Mais franchement, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ça ressemble définitivement à un membre de la famille des félins. Marc disait que ça sentait le parfum, je partage pas son avis. Allez. Bruno revient avec le produit de Marc, les conseils de Lorne et une bonne dose d'optimisme. Bon, et maintenant le plâtre. Il repart dans son enquête avec l'espoir que l'un des 14 leurres olfactifs qu'il répartit à des endroits clés du territoire attirera le puma devant ses caméras. Bon. Une ici, une autre là,
Et une dernière vers le Puech. Le voilà à nouveau dehors, sous la neige, avec la force de celui qui sait qu'il approche du dénouement. Mais les choses ne se font jamais simplement. Voilà. Voilà, voilà. Oh putain. Putain. Mais merde. Oh merde. Ah ouais. Quand même. Au lieu de garder son énergie pour installer des leurres, Bruno s'essouffle à sortir sa voiture du fossé. L'endroit est choisi avec précision. Mais pour y accéder, Bruno doit souvent abandonner son véhicule tant la route est impraticable. Il lui faut continuer à pied, s'enfoncer dans les bois. Il met désormais tous ses espoirs dans les leurs. 5 années d'enquête ont abouti à cette conclusion. Ça ressemble définitivement à un membre de la famille des félins. Bruno espère que la méthode canadienne donnera davantage de résultats. Il a investi tellement de temps, d'énergie et de moyens dans cette quête qu'il se jette de toutes ses forces dans cette nouvelle bataille. 1 de posé, plus que 13. Bruno terminera sa tournée de nuit, mais la réussite est à ce prix. L'expertise de Lorne laisse quand même planer le doute. Il y a en France un membre de la famille des félins dont les traces ressemblent à celles d'un puma. Que les spécialistes ne fassent pas mention de la présence du lynx dans le Gévaudan ne veut pas forcément dire qu'il n'y est pas. Pendant combien de temps les loups ont-ils couru dans nos forêts avant qu'on s'aperçoive de leur présence ? Après tout, les animaux savent se faire discrets. Vivre caché est souvent une question de survie. Pour la proie, afin qu'elle échappe au prédateur. Pour le prédateur, afin qu'il échappe au statut de nuisible. La neige a fondu, la brume est restée. C'est maintenant l'heure du dénouement. Après avoir été longtemps rendu inaccessible par l'hiver, le printemps a de nouveau libéré les chemins.
Les leurs sont en place depuis 4 mois. Ils ont sans doute fini de diffuser leur parfum. Les caméras sont probablement arrivées au bout de leur batterie. Pour Bruno, c'est le moment de les relever, même si la météo ne joue pas en sa faveur. Chacune des caméras s'est déclenchée au moindre mouvement. Si le leur a joué son rôle, des images de pumas devraient être inscrites au cœur de leur carte mémoire. Allez, première de cette série. Bon ben voilà, dernier clip. 14 caméras, 3 heures à visionner, et rien de ce que j'attends. Depuis 250 ans, personne n'a apporté d'explication satisfaisante au mystère de la bête du Gévaudan. À ce jour, il en est de même pour l'histoire du puma. Mais pour Bruno, la partie de cache-cache continue. Impensable de parler d'échec lorsque la tâche se révèle si ardue. Au moment de se dire adieu au Canada, Lorne avait glissé une petite phrase en guise de prophétie. Tu sais, ça restera un mystère pendant très longtemps. Il avait su lire dans cette histoire aussi bien qu'il sait lire dans les traces. Peut-être en est-il mieux ainsi. Certaines choses doivent rester sans réponse, pour que notre monde continue à garder une part de magie.